Bonjour, chers internautes de Marketing TV Monde. Monsieur Ibrahima Gueye, pour vous servir, pour encore une fois discuter d'un thème qui aura toute son importance dans vos actions commerciales, dans vos transactions commerciales, mais aujourd'hui qui se trouve être un thème central. Nous allons discuter aujourd'hui du marketing mix. Le nom ne vous semblera peut-être pas familier, mais quand on parle de marketing mix, il s'agit tout simplement de marketing opérationnel. Il s'agit du déroulement du processus en marketing qui part bien sûr en toute logique d'une analyse avec différents outils d'analyse que mes prédécesseurs ont eu à développer, comme documentaire, qui forcément débouche sur une stratégie avec la mise en place d'une stratégie OSCP, la fixation d'objectifs, la segmentation, le ciblage, ainsi que la stratégie de positionnement. Mais si nous finissons cette partie d'analyse, cette partie de mise en place d'une stratégie, il est important de pouvoir mettre en place une offre qui puisse avoir de la valeur bien pour l'entreprise que pour la clientèle finale. Cette dernière phase du processus de marketing consiste à mettre en place une offre. C'est ça qu'on appelle le marketing opérationnel. Donc, l'objectif que nous allons nous assigner durant cette présentation est d'abord de vous familiariser au vocabulaire, concept, théorie relative à la pratique opérationnelle du marketing. Dans opérationnel, nous allons opération. Nous avons du moins opération. Deuxième objectif que nous allons nous assigner, c'est de comprendre la logique du marketing opérationnel. Si le temps nous le permet, nous allons faire un peu le link avec le marketing stratégique. Mais aussi, c'est de vous familiariser à l'utilisation de ces outils qui peuvent permettre de résoudre des problèmes concrets liés à la mise en œuvre d'un plan marketing. Qu'est-ce que le marketing opérationnel? On appelle marketing opérationnel ou mix marketing, ou certains l'appellent plan de marchéage tout simplement, ou PAC, plan d'action commerciale. Une stratégie qui s'inspire des besoins des consommateurs. Donc, retenez qu'un bon pack, un bon marketing mix s'inspire d'abord des besoins des consommateurs. Je vous ai dit tantôt que tout est parti d'une analyse du marché. C'est une stratégie qui s'inspire des besoins des consommateurs en mettant l'appui sur 4 éléments essentiels. Il s'agit bien sûr d'un bien. Quel produit offrira-t-on? Nous reviendrons sur cette présentation sur ce que c'est qu'un produit. Bonsoir, Eddie Amin, bonsoir. Dans cette partie, nous allons analyser quels sont les leviers du produit. Notre produit dans son intégralité, en essayant d'évoquer un tout petit peu la place d'un produit. Premier levier du marketing mix, quel produit allons-nous mettre en place? Nous allons voir c'est quoi un produit, quels sont les deux types de produits, quels sont les leviers de la politique de produit, comment mettre en place un produit, quelles sont les différentes phases que nous allons suivre pour mettre en place un produit. Si le temps nous le permet, nous allons essayer de parler du cycle de vie du produit. À quel prix allons-nous vendre ce produit? Du moment où le prix, et nous le verrons, est le seul élément du mix
qui permet à la fois de générer des revenus et qui est dépensé comme les autres éléments. Nous verrons quelle importance peut avoir le prix pour le consommateur du moment où est un des éléments indicateurs de la qualité du produit. Nous verrons aussi comment déterminer un produit, quels sont les préalables et quelles sont les stratégies de prix qui existent. Comment nous allons distribuer ce produit, à qui nous avons donné un prix, à qui nous avons donné faire en sorte que le produit quitte notre usine pour aller jusqu'au consommateur final. Là, il s'agit de la stratégie de distribution. Troisième élément. Quatrième élément, ce produit que nous essayons de distribuer, il va falloir le mettre en évidence, lui donner de la valeur ajoutée. Il va falloir donner à ce produit une signification sur la tête des consommateurs. Il va falloir que ce consommateur ou l'ensemble de notre public cible à l'ensemble de notre public cible puisse connaître puisse avoir des informations du moins, excusez-moi, sur ce produit. Donc pour ce faire, il va falloir mettre en place une stratégie de communication. Quel message nous allons faire passer dans cette communication? Par quel moyen passer? Est-ce qu'il s'agit d'une communication média ou hors média? Maintenant, tous ces éléments peuvent être regroupés en 4 de base. Ainsi, nous pouvons dire que le plan de marchéage ou mix marketing mix est composé de ces 4 variables essentielles. Le prix, la distribution ou place et la communication ou promotion. Maintenant, pour revenir à la définition du marketing mix, on peut dire que c'est la combinaison harmonieuse, cohérente et orientée vers le consommateur essentiel que nous venions de citer. Maintenant, c'est ce dosage qui va permettre de positionner le produit sur le marché par rapport aux concurrents. Donc, on parle de marketing mix comme son nom l'indique, pour évoquer la cohésion entre ces 4 éléments essentiels que je viens de citer et qui nous permet de mettre en place un produit sur le marché. Un produit, un prix, stratégie de distribution et communication. La première partie de cette présentation portera forcément le premier élément du marketing mix, le premier levier du marketing mix, comprenez par le produit. Nous allons essayer de voir d'abord le produit. Ensuite, quels sont les leviers du produit? Quelles sont les phases par lesquelles il faut passer pour mettre en place un produit? Et nous allons essayer un peu de parler de la gamme, un peu, du moment où ça reste un sujet assez élargi. Si nous le permet, nous essayerons d'évoquer cette notion de cycle de vie du produit comme annoncé tantôt. D'abord, qu'est-ce qu'un produit? Sachez que c'est toute chose offerte sur le marché ou mise sur le marché pour être remarquée, acquise, utilisée ou consommée et pouvant satisfaire un besoin. Donc l'élément de base du produit, c'est la satisfaction du besoin. Cela inclut des objets physiques, les services, les endroits, oui bien sûr, les personnes, les organisations et les idées. On peut remplacer le produit par la notion d'offre ou ensemble d'avantages. Nous allons essayer de voir, en premier lieu, quels sont les leviers du produit. Un produit peut être identifié par plusieurs éléments que nous verrons dans cette présentation. D'abord, la marque.
le nom du produit. Un de mes profs, M. Laibambasek, nous disait avec tout l'humour qu'on lui connaît, toujours, qu'il faut comparer votre produit à un individu. Faites comme s'il s'agissait d'un individu. Tout individu a un nom. Tout individu sort protégé. Tout individu a un document sur lequel est marqué un ensemble d'informations sur lui. Tout individu a un cycle de vie. Il est appelé à naître, à grandir, à connaître son âge de maturité, mais aussi à disparaître. Donc c'est la même chose pour le produit. Je disais que tout individu a un nom. Le nom du produit, c'est la marque. Tout individu sort protégé, couvert d'un habit, et a besoin que cet habit soit beau. Nous parlons donc d'emballage de notre produit et de conditionnement. Tout individu a une carte d'identité, bulletin de naissance, normalement. Eh bien, c'est la même chose pour le produit. Pour le produit, nous avons besoin d'une étiquette, ce que nous appellerons l'étiquetage, pour pouvoir y mettre les informations référentes au produit. Nous verrons quelles sont les informations obligatoires comme facultatives devant être mises dans notre politique de produit. Tout individu aussi a un cycle de vie. Et voici les éléments que nous allons essayer de développer dans cette présentation. La marque, l'emballage, l'étiquetage, le design, la stylique du produit ou le design. Premier élément que nous essayons de développer, c'est la marque. Qu'est-ce que la marque? La marque du produit peut être un nom. Je ne vais pas citer de marque pour ne pas faire de publicité gratuite. Marketing TV. Un terme, un signe, un dessin, ou la combinaison de tous ces éléments qui servent à identifier les biens et services d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs, mais aussi à les différencier des concurrents. Retenez bien que la marque aussi est une promesse faite par le vendeur. De là où vous êtes, je vous vois citer des marques. Intéressant. Donc retenez que a des fonctions essentielles. Nous allons vous en citer 3. L'identification unique, la sécurisation et la valorisation. L'identification unique, dans la mesure où vous allez protéger la marque, vous permettra d'être identifié parmi des centaines d'autres. La sécurisation. Une marque sécurise l'entreprise du moment où tous les efforts effectués par cette dernière seront sécurisés par la marque. Aucune autre entité, si nous protégeons notre marque au niveau de l'OAPI, par exemple, l'Organisation africaine de la protection intellectuelle, n'a le droit de s'octroyer notre marque. Donc nous voilà sécurisés. Nous avons sécurisé tout notre travail. Mais une marque peut sécuriser aussi le consommateur. J'ai eu une bonne expérience de consommation. La dernière fois, je vous parlais du processus d'achat des consommateurs, au niveau du comportement des consommateurs. Je vous ai dit que la dernière étape consistait le comportement post-achat, c'est-à-dire comment on s'est senti après l'achat. Il se trouve qu'après l'achat, on a eu une expérience positive. Hein? Quand nous allons dans une autre boutique, pour revivre cette même expérience, l'élément essentiel qui va nous assurer de cette expérience de consommation reste la marque. Bonsoir Sophie Ndour, bonsoir.
Moutaka Khan, intéressant. Merci, merci, monsieur Khan. Merci de nous suivre. Hein. Merci, monsieur Eddie Amin. Merci. Reste la marque. Un consommateur a eu une bonne expérience ou même une mauvaise expérience de consommation. S'il veut s'assurer de la même expérience qu'il avait eue en amont, retenez que la marque est l'élément essentiel qui puisse lui assurer cela. Donc, le voici sécurisé. Mais aussi, une marque, je l'ai dit tantôt, est révélatrice de certains attributs. Une marque a un profil d'utilisateur, communique sur certains attributs, communique sur une culture unique, démontre des avantages, mais aussi détermine des valeurs. Donc, si je veux m'assurer de tous ces éléments, me voici sécurisé avec la marque. En plus de ça, une marque valorise aussi bien l'entreprise, le bien ou le service de l'entreprise, que le client. Je porte une certaine marque, me voici valorisé. Ce n'est pas pour rien que certains consommateurs de smartphones vont jusque dans leur miroir, ça va vous faire rire peut-être, font tout pour se photographier, pour qu'on voit la marque avec eux, pour se montrer avec cette marque. Voilà, voici un consommateur valorisé par une marque. Mais aussi la marque a une valeur pour l'entreprise, a une valeur boursière. Je vous demanderai peut-être d'aller sur Google, de voir les 10 marques les plus valorisées. Et là, je parle de centaines de milliards. Donc, retenez 3 éléments essentiels, 3 rôles essentiels. La valorisation, la sécurisation, mais aussi sécurisation, mais aussi un élément essentiel que joue la marque a une signification pour le consommateur. Alors, nous avons parlé de la marque, on pouvait parler d'un élément essentiel qui constitue les stratégies de marque. Dans ce cas, nous verrons 2 grandes stratégies. La stratégie des distributeurs, mais aussi des producteurs. Pour la stratégie des producteurs, retenez qu'un producteur peut mettre en place, le producteur, c'est celui qui produit le bien ou le service. Une entreprise qui met sur le marché des biens ou bien des services. Le producteur met en place un produit et lui donne une marque. Ce dernier peut se décider de donner à tous les produits de sa gamme une marque unique. Ah, Lai Bambasek qui me demande de donner des... Monsieur Lai Bambasek, merci, qui me demande de donner des exemples. Faire de la publicité gratuite. Là, j'ai la possibilité et voilà, il y a M. Sek qui me... Oui, M. Diata, très intéressant. Merci M. Diata, Léa Souki. M. Sek nous donne l'autorisation de donner des exemples. Voilà. Maintenant, nous allons donner des illustrations. Merci M. Teriba, un grand ami. Bonsoir professeur. Apple, je pense que Apple est en... Alors, vous voyez que Apple est en deuxième position, comme il le dit, des 10 marques les plus valorisées. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette présentation, c'est que
les valeurs de ces marques, ce que ça peut apporter à l'entreprise. Donc ceci s'adresse aux jeunes entrepreneurs aussi, cette présentation pour vous demander de mettre des marques sur tous vos projets, sur tous vos produits, du moment où ça peut avoir une valeur ajoutée pour votre offre. Merci pour cette très belle contribution, monsieur Teriba. Donc je disais tantôt, un producteur peut mettre en place des produits sur le marché et se décider de lui donner une marque. Comme quoi, un distributeur aussi peut se décider de donner une marque, bien qu'il n'ait pas produit le bien ou le service. Convenez avec moi qu'un distributeur reçoit des marques, plusieurs marques dans son enseigne. Quand le distributeur décide de mettre en place cette stratégie de marque, on peut avoir plusieurs illustrations dans ce cas. Nous avons ce qu'on appelle les stratégies de marque drapeau, à l'instar d'Auchan. Là, je me libère, je cite librement. Là, le produit est présenté sans marque spécifique, mais repérable à partir d'un signe distinctif de l'enseigne. Vous voyez, je pense que c'est sous forme d'oiseau, et puis ils mettent attaque. Ça, c'est une stratégie de marque. Nous avons ce qu'on appelle les marques propres. C'est des noms différents de l'enseigne apposés par un distributeur sur un ou plusieurs produits auxquels il souhaite donner une identité commune. Nous avons ce qu'on appelle la marque enseigne. Dans ce cas de figure, les produits sont identiques par l'enseigne du distributeur qui engage aussi son image de marque. Vous aviez entendu à l'époque. Deuxième stratégie de marque que nous essayerons d'évoquer, c'est la stratégie de marque producteur. De marque producteur, un producteur peut se dire, moi, j'ai plusieurs produits différents. Je peux me décider de donner à tous les produits une seule marque, bien que destinée à des marchés différents. Dans ce cas de figure, l'entreprise fait profiter de son nombre à tous les produits. C'est ce qu'on appelle la stratégie de marque ombrelle. Dans ombrelle, nous avons ombre. Deuxième stratégie de marque, la stratégie de marque produit. Dans ce cas de figure, chaque produit a une marque spécifique. Et dans ce cas de figure, convenez avec moi que chaque produit va bénéficier d'une communication personnelle. Pourquoi pas même d'une politique de positionnement. Nous avons une stratégie de marque gamme. Nous verrons tout à l'heure qu'est-ce qu'une gamme, qu'est-ce qu'une largeur de gamme, qu'est-ce qu'une profondeur de gamme, etc. Dans la stratégie de marque gamme, l'entreprise commercialise des produits autour d'un même marché. Dans ce cas de figure, la communication est fondée sur une promesse unique. Je vous ai parlé de la stratégie de marque ombrelle, je vous ai parlé de la stratégie, je vous ai parlé de la stratégie de marque produit. Donc, premier levier de notre politique de produit, il s'agissait de la marque. Deuxième élément que nous verrons, nous allons parler du conditionnement et de l'emballage. Qu'est-ce que le conditionnement? Qu'est-ce que l'emballage? Ces deux éléments jouent un rôle essentiel et on les appelle, on se regroupe ensemble le packaging du produit. Dans packaging, on a paquet. Le gérondif qui marque une idée de mise en temps. Donc, l'action de mettre en paquet, packaging. Donc, qu'est-ce que le packaging? Le packaging consiste
à mettre les produits dans un emballage ou dans un conditionnement afin de les protéger. Le conditionnement, Monsieur Diatta, merci, il dit que c'est très intéressant. Monsieur Livet, c'est Djurgita Liveta, merci Yves, bonjour à vous aussi. Voilà, pour le conditionnement, il s'agit de la protection du produit en vue de sa présentation à la vente. Est-ce qu'on va le conditionner sous forme de boîte, de flacon, de tube, etc. C'est à vous de le déterminer. Merci Omisao, ma soeur. Le conditionnement permet aux consommateurs de reconnaître le produit. Tout à l'heure, nous allons parler des rôles physiques et commerciaux du conditionnement. L'emballage se présente comme la protection du produit en vue de son transport, de son stockage, de sa manutention, de toutes les autres actions liées à la logistique du produit. Ces deux éléments constituent le packaging. Pour l'emballage, nous avons 3 niveaux d'emballage. Nous avons l'emballage primaire qui reste en contact direct avec le produit, vous me direz le conditionnement, à l'instar d'une bouteille d'eau. La bouteille d'eau ne peut pas être déplacée de l'usine juste avec tout le processus que nous verrons dans la stratégie de distribution. Donc, il nous faut l'emballer dans un élément qui sera en contact direct avec le produit. Cet élément en contact direct avec le produit, c'est ce qu'on appelle l'emballage primaire. Nous avons en second lieu ce qu'on appelle l'emballage secondaire. C'est le regroupement de l'ensemble de ces emballages primaires, sous forme peut-être de boîte, sous forme de paquet, etc. À titre d'illustration, on peut prendre le pack de 6 bouteilles, si on suit toujours notre logique avec la bouteille d'eau. Dans ce cas de figure, il vous est demandé d'être efficient. C'est quoi être efficient? C'est d'être efficace à moindre coût. Votre emballage secondaire, vous allez optimiser sur vos actions de transport, de stockage, mais aussi de manutention. Je m'explique. Un pouvant être mis dans des emballages secondaires de 10, vous en faites 9, vous faites perdre de l'argent à votre entreprise. Vous n'optimisez pas l'action de transport, de stockage, etc. Enfin, nous avons ce qu'on appelle l'emballage tertiaire, qui permet le transport, le stockage. Retenez, regroupe les emballages secondaires. Ça peut être mis sous forme de palette, comme dans les usines. On met les bouteilles d'eau sous forme de palette et ensuite on les enroule par un film rétrograde pour faciliter son... Donc, retenez ces 3 niveaux d'emballage et sachez que chaque niveau d'emballage a un rôle essentiel et contribue à la fiabilité de notre politique de produits. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est M. Ibrahim Gueye. Nous parlons du thème de la politique de marketing. Nous avions débuté par faire une définition mixte. Là, nous sommes en train de parler de la politique de produits. On a parlé de la marque tout à l'heure avec vos différentes interventions pertinentes. Monsieur Samba Faye, merci. C'est ça, Monsieur Gueye, merci de vos encouragements. Nous avons fini de parler de l'emballage. Autre élément de notre packaging, nous allons parler du conditionnement. On a dit tout à l'heure, le conditionnement, c'est l'emballage qui est en contact direct avec le produit tout simplement. Là, nous allons parler des 2 rôles essentiels du conditionnement. Nous avons un rôle physique du conditionnement, du moment où ça doit protéger le produit, mais aussi nous avons un rôle commercial.
Pour les rôles physiques, je l'ai dit tantôt, ça doit protéger contre les éléments naturels comme la pollution, la lumière, l'humidité en fonction bien sûr de la nature du produit. Mais aussi, ça doit contribuer à la protection de l'environnement. N'oubliez pas, mes amis, les futurs entrepreneurs, que vous avez un rôle, vous avez une responsabilité sociétale de l'entreprise. Merci à Mayanja, merci à vous ma soeur, merci. Mais aussi, ça facilite la distribution du produit. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la fonction de distribution, de stockage, de manutention, de tous les aspects liés à la logistique du produit. Voilà, Monsieur Khalifa Diaby, bonsoir à vous aussi. Nous sommes aussi ravis de vous avoir parmi nous. Donc retenez que le conditionnement aussi a ce rôle. Et vous devez vous assurer, vous devez surtout vous assurer que le conditionnement soit en adéquation avec le produit, que le conditionnement puisse faciliter l'utilisation du produit. Dernièrement, j'avais vu des conditionnements qui m'avaient interpellé. Si j'avais su qu'il était permis d'amener des produits, j'avais un peu peur de faire de la publicité gratuite. J'allais les amener, des conditionnements de lait sous forme carrée. Je ne l'ai plus revu 6 mois après. Pourquoi? Parce que ces conditionnements ne facilitaient pas la consommation du produit. Donc retenez que le conditionnement doit faciliter la consommation, doit protéger le produit, mais aussi doit faciliter la distribution du produit. Mais aussi, retenez que le conditionnement, à côté de ses rôles physiques, a un rôle commercial. Premier rôle, c'est la fonction d'alerte ou d'impact visuel. Votre produit sera sur les enseignes, sur les gondoles, parmi des milliers de produits, avec des produits concurrents. Pour que le consommateur puisse être frappé par votre produit, puisse être impacté par votre produit, il vous faut un bon conditionnement. Les couleurs, la forme, l'impact visuel. Donc, premier rôle essentiel, c'est la fonction d'alerte. Deuxième rôle, c'est la fonction d'attribut. Pour que votre produit puisse être, qu'on puisse le mettre dans une famille spécifique, il vous faut une bonne politique de conditionnement, un bon conditionnement. Ça facilite la mise en famille du produit. Je mets 6 produits sur la table, des bouteilles d'eau, de l'acide sulfurique, etc. Et je vous demande quel est le parfum. Rien que de par le conditionnement, vous devez pouvoir me le déterminer. Rien que de par le conditionnement, vous devez pouvoir me déterminer que ça c'est de l'eau de Javel, ça c'est telle nature du produit. Donc, le positionnement aussi doit être un vendeur muet, ce qu'on appelle un vendeur muet. Il doit non seulement attirer, mais il doit donner de la valeur ajoutée au produit, donner envie à l'acheteur d'acheter ce produit. La dernière fois, parmi les types d'achat, je vous avais parlé de l'achat impulsif. Le conditionnement placé dans les linéaires, dans les gondoles, devrait susciter ces... Je vous ai parlé de la marque, je vous ai parlé de l'emballage, je vous ai parlé du conditionnement. Nous allons parler de l'étiquetage. Qu'est-ce que l'étiquetage? L'étiquetage est tout simplement la CIP du produit. CIP ou carte d'identité du produit.
L'étiquetage se présente sous forme d'une fiche de communication avec des mentions obligatoires et facultatives qui nous renseignent sur le produit. Une carte d'identité d'un individu nous renseigne sur des informations référentes à cette sont uniques. C'est la même chose pour l'étiquetage. Quelles sont les mentions obligatoires que nous pourrions retrouver dans notre étiquetage? J'ai bien fait de dire, je pèse bien mes mots quand j'emploie le conditionnel. Parce que les mentions obligatoires peuvent différer d'un secteur d'activité à un autre. Pour les mentions obligatoires, nous avons le nom du produit. Nous avons le nom et adresse du fabricant, le pays d'origine, les compositions, la quantité du produit, pour certains produits la date d'utilisation, ainsi que les dangers relatifs à l'utilisation du produit. Quelles sont les mentions facultatives que nous pouvons avoir? Pour les mentions facultatives, on peut avoir les informations nutritionnelles, les vitamines, les protéines. On peut les mettre, mais ce n'est pas obligatoire. On peut avoir les termes qualifiants, tels que naturel, bio, pur, à l'ancienne. Nous pouvons avoir des signes de qualité, ISO, International Standard Organization, les normes, les labels, etc. Information consommateur, comme le mode d'emploi, la promotion, etc. Je dis bien, attention sur ce point, et obligatoires peuvent différer d'un secteur d'activité à un autre. Par exemple, dans le secteur des produits pharmaceutiques, le mode d'emploi, comprenez par la posologie, ne peut pas être une mention facultative. Mais pour certains produits alimentaires, on ne vous dira pas qu'il faut ouvrir, comment on doit l'ouvrir, comment on doit le consommer. Donc ce qu'il faut savoir ici, vous qui voulez entreprendre, vous qui voulez mettre en place un produit, ce qu'il faut savoir, c'est que le produit, le secteur d'activité dans lequel vous êtes peut vous permettre de savoir si certaines mentions sont obligatoires ou facultatives. Comprenez que c'est en fonction du secteur d'activité que nous dirons que telle mention est obligatoire ou bien est facultative. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, toujours, nous parlons du thème portant sur le marketing mix, ou marketing opérationnel, ou plan de marseillage, ou plan d'action commerciale, comme vous le voulez. Nous sommes en train de la politique de produit. Ce cours comporte 4 parties essentielles: le produit, le prix, la promotion ainsi que la distribution. Nous sommes en train de on a parlé du produit dans sa généralité, on a parlé de la marque, de l'emballage, de l'étiquetage. Là, nous sommes en train de parler de la stylique ou du design. Qu'est-ce que la stylique? De l'embellissement du produit. Comment rendre beau notre produit? De l'ensemble des techniques que nous allons mettre en place qui nous permettront d'adapter la forme, les couleurs à l'image d'un produit et au goût et attentes des consommateurs. Donc, nous avons parlé des leviers du produit. Sachez que pour le produit, on peut avoir 2 types. Ça peut être un bien, c'est toute entité palpable, tangible, susceptible de satisfaire un besoin. On peut avoir aussi un service, qui reste une prestation soumise à aucun transfert de propriété, totalement intangible et qui répond à ces 4 caractéristiques. Intangibilité, on ne peut pas toucher un produit. Variabilité, on ne peut pas
faire forcément la même prestation qu'on avait fait en amont. Indivisibilité, un service, on ne peut pas le diviser, on ne peut pas stocker un produit, un service. Là, on va parler du mix produit. S'il s'agit d'un mix service, on aura une petite différence et je vais conclure par ça. J'ai parlé des leviers du produit. Permettez-moi maintenant de parler de l'action sur le produit. Ça veut dire, là nous entrons un peu dans la partie stratégique de notre politique. Le premier élément, je l'ai évoqué tantôt dans mon introduction. Merci Khalifa Diaby qui nous dit qu'il faut respecter des normes d'environnement du produit pertinent et vous pouvez le prendre en compte dans votre politique. J'espère que tous les entrepreneurs qui nous écoutent en mettant en place leur business, leurs produits vont prendre en compte cela. Ils vont savoir que le conditionnement joue ce rôle de protection de l'environnement. Merci, pertinente intervention, M. Diaby. Du cycle de vie du produit. Comme tout individu qui doit naître, grandir, connaître son âge de maturité et disparaître, le produit aussi répond à ce cycle de vie. Nous avons 4 phases, certains me diront même 5. Je vous dirai pourquoi. Mais généralement, nous parlons de 4 phases essentielles de la vie du produit. Le lancement, la phase de croissance, la phase de maturité, ainsi que la phase de déclin. À la phase de lancement, jusqu'à la phase de déclin, ce qui est important ici, en place de votre politique de produit, vous avez des décisions stratégiques à prendre qui feront en sorte que nous n'aurons pas un produit. À la phase de lancement, nous avons un fort investissement, aussi bien au niveau de la communication qu'au niveau de la production. De la communication, on a besoin d'une notoriété. Cela implique des efforts publicitaires comme au niveau des autres leviers de communication essentiels qui vont faciliter la connaissance de notre produit de par le grand public ou par notre public. Nous voulons faire connaître notre produit. Ceci implique des efforts exorbitants au niveau de la phase de lancement. Donc nous avons un fort phase de lancement. La rentabilité, elle est faible du moment où les ventes sont assez faibles. À la phase de croissance, les concurrents, du moment où les ventes connaissent une certaine hausse, peuvent commencer à s'installer. Nous devons revoir un peu notre politique de produits pour faire face, peut-être de prix du moins, pour faire face à ces concurrents. Mais aussi revoir nos coûts pour un peu jouer sur le prix. Tout à l'heure, nous verrons un peu quel lien nous pouvons avoir entre le prix et les coûts. À la phase de maturité, les ventes stagnent. Le chiffre d'affaires, notre courbe de notre chiffre d'affaires stagne. Les concurrents sont toujours là. Nous devons accompagner notre par des actions de promotion. Une promotion, c'est quoi? Une durée bien déterminée, de donner aux clients sous forme de primes, sous forme de réduction des prix, sous forme de jeux et concours, pour susciter en lui ce besoin
d'achat. Dernière phase, c'est la phase de déclin. Là, nous nous apercevons que notre courbe déclin. À la phase de déclin, nous pouvons avoir deux décisions stratégiques à prendre. La première décision, nous décidons d'abandonner le produit en mettant en place une dernière action de promotion pour l'accompagner. Deuxième décision stratégique, on redonne à notre produit une nouvelle vie en jouant sur les leviers stratégiques de notre politique de produit. La marque, on donne une nouvelle marque au produit. L'emballage, on joue sur l'emballage. L'étiquetage, le design, on joue sur le design. Dans ce cas de figure, les coûts de communication, bien sûr, une certaine hausse. Ces phases, ces 4 phases que je viens de citer, peuvent, dans la plus grande des mesures, sont accompagnées par ce qu'on appelle une phase 0. Comment est-ce qu'on se lève un beau jour pour mettre en place un produit? Quelles sont les phases par lesquelles on passe, ce qu'on appelle la phase 0? Non. Retenez qu'il y a tout un processus qu'on doit respecter. La recherche des idées. Ces idées peuvent venir de nous, mais peuvent venir de la clientèle, parce que tout produit est mis en place pour satisfaire une clientèle. Le filtrage des idées, on en a plusieurs, il faut prendre les meilleurs. Le test du concept, on teste le concept, l'idée qu'on a pris. L'élaboration d'une stratégie de lancement. Quelle stratégie on va mettre en place? La définition d'un mix. La mise en place d'un marché test avant le lancement proprement dit. Ce qui nous permet maintenant d'aboutir à la phase 1, la phase de lancement de notre produit. Monsieur Elhaji Ibrahim Magnan, merci de nous suivre. Il nous demande à la phase de lancement, si le chiffre d'affaires est inférieur au coût, doit-on abandonner le produit? Je vous dirais non, tout simplement. Je vous dirais que c'est normal à la phase de lancement une faible rentabilité. Et c'est vraiment l'une des raisons essentielles de cette présentation, c'est de pouvoir accompagner tous les promoteurs, tous les entrepreneurs, de leur dire que c'est normal qu'à la phase de lancement, avec tous les coûts que subissent l'entreprise à la phase de lancement, c'est normal qu'on ait des revenus très faibles au début. Mais il faut savoir que ces revenus vont connaître une certaine hausse à la phase de croissance si les efforts effectués au niveau de la publicité, au niveau de la communication dans sa généralité, au niveau de la distribution répondent. Forcément, la rentabilité va commencer à connaître une certaine hausse, mais aussi le chiffre d'affaires va suivre. J'espère avoir bien répondu à votre question, Monsieur Elhaji Ibrahim Magnan. Je vous remercie de votre intervention. Nous avons parlé nous avons parlé de la phase nous avons parlé de la politique de produits en parlant de la marque, d'emballage, d'étiquetage, de design, de stockage. Là, on a parlé de cycle de vie du produit. Monsieur Ibrahim Magnan, sinon, à partir de quel moment la situation doit-elle considérer comme critique? Alors, il faut savoir que le lancement d'un produit doit toujours, ah oui, Madame Sidibé, c'est pas grave, doit toujours être accompagné par des analyses. Vous ne pouvez pas venir un beau jour et lancer votre produit. Tout à l'heure, je vous ai cité les phases de mise en place
d'un produit avant de le mettre. Et parmi ces phases, je vous ai parlé du marché test. Vous devez vous assurer de la rentabilité financière du produit avant le lancement. Donc, monsieur Nyon, on n'attend pas d'avoir lancé le produit pour savoir si nous pourrions avoir une rentabilité financière ou pas. C'est avant le lancement du produit qu'on doit faire des analyses pertinentes, des analyses qualitatives pour nous assurer de la possibilité d'avoir des bénéfices, stabilité financière sur ce produit. Maintenant, comme un nouveau-né, un produit qui est lancé sur le marché doit toujours être accompagné. Et nous devons nous assurer de la rentabilité de ce produit dans le futur. Maintenant, ici, ce que je vous dirais, on n'attend pas d'avoir lancé le produit pour savoir si ça va marcher ou pas. C'est avant le lancement qu'on doit s'apercevoir de la recevabilité du produit par notre public cible. Parce que je vous ai dit tantôt dans ma présentation que tout produit est là pour satisfaire à un besoin. Tout produit est destiné à un marché. Et tout produit à la phase 0, à la phase d'analyse, à la phase de recherche du produit, à la disposition du moins je dirais du produit, nous devons nous assurer de cette rentabilité financière. J'espère avoir bien répondu à votre question. Donc, tantôt nous avions parlé du cycle de vie du produit. Deuxième élément de l'action sur le produit, c'est la gestion de la gamme. La gamme est constituée de l'ensemble des produits proposés tout simplement par l'entreprise. Maintenant, chaque produit se voit attribuer au sein de cette gamme une place précise. Ça veut dire que dans notre gamme, aucun produit n'est là par hasard. Chaque produit a une place, a un rôle spécifique. Nous verrons tout à l'heure les types de produits que nous pouvons avoir dans notre gamme. Dans une gamme, des produits différents. Par exemple, Nestlé Sénégal propose des bouillons, du lait concentré non sucré, du Nescafé, du café, etc. Pour ne pas citer de marque. Tous ces produits différents constituent des lignes de produits. On appelle largeur de gamme le nombre de lignes de produits présents dans une gamme. On appelle profondeur de gamme le nombre de produits présents. On appelle longueur de gamme la quantité totale de tous les produits présents sur toutes les lignes de produits. Une entreprise peut développer un nombre limité de lignes de produits. C'est ce qu'on appelle la stratégie de gamme courte. Comme une entreprise peut développer un nombre assez élargi de types de produits, de familles de produits différentes, c'est ce qu'on appelle la gamme longue. Ce qu'il faut savoir ici, surtout les entrepreneurs, c'est que chaque stratégie de gamme peut avoir des avantages comme des inconvénients. Dans une stratégie de gamme courte, on dépense peut-être moins en communication, mais on n'arrive pas comme un lien de causalité. Les avantages des uns vont être les inconvénients des autres. On a parlé du cycle de vie du produit, on a parlé de la gamme, on a parlé des éléments présents dans la gamme, longueur, largeur, profondeur de gamme. On a parlé de gamme longue ainsi que de gamme courte. Sachez que dans une gamme, on peut avoir des produits qui coûtent ce qu'on appelle des hauts de gamme et des produits qui ont un prix plus réduit. On a l'habitude de les appeler bas de gamme, mais ça peut avoir une connotation péjorative. Moi, je l'appellerai entrée de gamme. Les produits d'entrée de gamme ont pour rôle de faire découvrir les autres produits de notre gamme.
Sachez que dans notre gamme, chaque produit a un rôle spécifique. Nous avons ce qu'on appelle des produits leaders qui réalisent une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Nous avons ce qu'on appelle des produits d'appel ou produits d'attraction qui ont un prix très attractif. Je vous ai parlé tout à l'heure du rôle d'entrée de gamme. Nous avons ce qu'on appelle des produits qui préparent l'avenir, qui ont pour principal objectif de remplacer le produit leader du moment où le produit leader en général est très concurrencé. Nous avons ce qu'on appelle des produits régulateurs. C'est des produits dont leurs ventes sont équilibrées, quelle que soit la conjoncture. Nous avons ce qu'on appelle des produits tactiques qui sont lancés sur le marché pour répondre à la concurrence. Un opérateur sort un service, forcément le concurrent sort un autre service similaire pour le concurrencer directement. Je vous ai parlé de la politique de produits. Là, nous allons passer maintenant. Idi Amin, que doit-on privilégier pendant la phase de déclin? Donc, pendant la phase de déclin, vous pouvez prendre deux décisions stratégiques, monsieur Amin. Super fan, je vous en félicite d'ailleurs. Deux décisions stratégiques. Soit vous décidez d'abandonner le produit, tout simplement, en place une dernière action de promo et puis vous abandonnez le produit. Soit vous décidez de donner à votre produit une nouvelle vie. Les leviers du produit, la marque, l'emballage, l'étiquetage, le design, le conditionnement, pour jouer sur le subconscient du consommateur en lui disant que le produit que vous aviez l'habitude de consommer et qui est en phase de déclin, en voici un nouveau. Et vous déclenchez à nouveau ce besoin de consommation. J'espère avoir bien répondu à votre question. Sinon, d'ici la fin de cette présentation, vous pouvez, avec plus d'éclairage, revenir sur votre question si je n'ai pas bien répondu. Je disais tout à l'heure qu'on a parlé de la politique de produit. Là, nous allons rapidement parler de la politique de prix, qui est un élément important du produit, du moment où ça peut avoir un impact aussi bien sur les revenus de l'entreprise, sur la rentabilité de l'entreprise, que sur aussi l'image que se fait le client sur le produit. Il nous arrive de consulter des pages, de voir des produits, de les juger à partir de leur prix. Donc convenez avec moi que le prix est l'un des éléments les plus essentiels dans notre politique marketing. Nous pouvons déterminer une stratégie de prix en prenant en compte les coûts. Les coûts, c'est l'ensemble des charges subites. Avec la première méthode, la méthode des coûts, pour déterminer le prix de vente hors taxe, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On prend le coût de revient plus la marge bénéficiaire, tout simplement. Ça veut dire l'ensemble des charges et puis on y met une marge. En général, en marketing, on vous dit que la marge tourne autour de 20% ou bien on appose un taux de marge tout simplement. Nous pouvons avoir ce qu'on appelle la méthode des coûts plus marge. Coût variable plus marge. Retenez que nous avons deux types de charges, les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, quelle que soit la nature ou la quantité des produits mis sur le marché, l'entreprise les subit. Les charges variables varient en fonction de la production. Donc ici, nous voyons les charges liées spécifiquement à la mise à disposition de ce produit, plus une marge bénéficiaire. Pour mettre en place 10 cartons d'un produit bien déterminé, j'ai eu, pour ces produits spécifiques, pour chaque produit, j'ai eu par exemple à subir une charge de 100 francs. De 20 francs, mon produit peut-être sera vendu à 120 francs.
On peut fixer en fonction du marché, en fonction de la... nous pouvons, surtout s'il s'agit de la demande, parler de la méthode de la mise à disposition du prix. Il y a le prix psychologique, n'est-ce pas? Pour le prix psychologique, mis en place par Adam Gabor et Granger, on pose 2 questions essentielles. Pour quel prix, au-dessus de quel prix seriez-vous prêt à acheter ce produit? Au-dessous de quel produit seriez-vous prêt à acheter de ce produit? Malheureusement, je n'ai pas les moyens pour pouvoir, ni le temps matériel, pour vous faire une présentation du prix psychologique qui consiste via une méthode statistique, à déterminer le prix du produit via, bien sûr, l'aval de la demande. Malheureusement, je n'ai pas les moyens techniques pour le réaliser. Peut-être pour une autre présentation, nous allons vous faire une simulation du prix psychologique. Mais ça, tout simplement, nous allons avoir sur 2 colonnes les clients prêts à acheter selon une certaine fourchette de prix présentée, et sur une autre colonne ceux qui ne seraient pas prêts à acheter, donc parce qu'ils ont peur que la qualité soit médiocre. Nous allons calculer le pourcentage, voilà, et en fonction de ça, nous allons déterminer le prix psychologique. Nous allons y revenir avec peut-être plus de moyens techniques puissant nous permettre de vous faire une psychologie. On pouvait aussi parler de la structure du marché qui a un impact sur le produit, selon que le marché soit monopolistique, oligopolistique. Forcément, ça impacte sur notre politique de produit. Quand nous prenons l'illustration des opérateurs téléphoniques, avant l'avènement de la concurrence, la puce, elle pouvait coûter 35 000. De 35 000 à 1 000 francs, qu'est-ce qui s'est passé? La venue de concurrents. Peut-être qu'il y a peut-être en interne qui ont été prises en compte, mais il faut que les concurrents ont eu un impact fondamental sur leur politique de prix. Donc convenez avec moi que voilà, a un impact sur la politique de prix. L'autre élément, c'est par rapport à la concurrence. Je parle des concurrents directs comme des concurrents indirects. Donc, plus qu'ils sont là, plus nous devons prendre en compte le produit. Les autres éléments aussi, c'est par rapport à la nature du marché. Il y a des marchés qui sont naturellement protégés par la loi aussi. Donc, là, nous allons parler rapidement de la stratégie de prix. Des stratégies de prix. Notez que nous avons 3 stratégies ou 4 stratégies de prix. L'entreprise peut vendre à un prix supérieur. L'entreprise peut vendre à un prix inférieur comme s'aligner sur les... Nous avons avant tout ce qu'on appelle la stratégie d'écrémage, qui consiste à fixer un prix relativement élevé de manière limitée. C'est-à-dire un segment du marché qui accepte ce prix élevé, réalisant des marges confortables. C'est une stratégie en général qui peut être utilisée en phase de lancement, surtout pour certains produits électroniques qui sont facilement obsolètes par la suite et à qui l'aspect nouveauté donne une valeur ajoutée. On peut le lancer sur une production restreinte, production limitée. Ça lui donne plus de valeur ajoutée sur le subconscient du consommateur, plus peut-être aussi même de valeur, tout simplement, et ça peut peut-être justifier cette stratégie de prix. Mais aussi sur le marketing de luxe, sur les produits de... Nous avons ce qu'on appelle la stratégie d'alignement.
Ça consiste à fixer un prix sensiblement identique à celui de la moyenne du marché ou de s'aligner sur son principal concurrent. L'avantage, c'est que ça nous évite ce qu'on appelle la guerre des prix. Et nous avons ce qu'on appelle la stratégie de pénétration. C'est un peu la différence de la stratégie d'écrémage. Pour la stratégie de pénétration, on vend à un prix inférieur que ceux du marché. Maintenant, avec ce qu'on appelle les économies d'échelle, nous arriverons facilement à nous faire des. On a parlé de la stratégie de la politique de produit, on a parlé de la politique de prix. Là, nous allons rapidement parler de la stratégie de distribution. Qu'est-ce que la distribution? Distribuer un produit, c'est les amener au bon moment, au bon endroit, en quantité suffisante, avec le choix requis au bon moment, je le disais, et avec les services nécessaires à leur vente, à leur consommation et le cas échéant à leur entretien. Convenez avec moi que le produit qui quitte l'usine doit être acheminé chez le client final, en passant bien sûr par des intervenants qui ont un rôle essentiel dans la stratégie de distribution. Et il vous échoit, d'amont en aval, de gérer ce supply chain entreprise jusqu'au consommateur final. Maintenant, de ces exigences découle une multitude d'opérations qui sont soit assurées par l'entreprise, soit assurées par une tierce entité si nous décidons, comme beaucoup d'entreprises dans le secteur agroalimentaire le font, d'externaliser notre stratégie de distribution. On parle de one part logistique, de second part logistique, de third part logistique pour matérialiser ces actions de distribution. Maintenant, ces organisations qui assurent ou forment, interviennent, ce que nous allons voir avec les circuits de distribution. Nous pouvons avoir ce qu'on appelle un canal direct. Le produit quitte le producteur pour aller directement au consommateur. On peut prendre l'illustration des ventes par correspondance et à distance, les ventes à domicile, les ventes dans les succursales du fabricant. Des fois même, il y a certaines stratégies de distribution digitale qui sont mises en place pour qu'il n'y ait aucun intervenant entre le producteur et le consommateur. L'avantage, c'est que quand on réduit au maximum les intervenants, on peut jouer sur le prix et on peut aussi accroître la marge bénéficiaire. Parce que puisqu'il y a d'intervenants, puisque ces derniers vont accroître les charges liées à la distribution du produit. Et je vous ai dit tantôt, ce qu'on recherche dans la distribution, ce n'est pas forcément d'être efficace, l'efficacité. Ce qu'on recherche ici, c'est l'efficience. Nous avons ce qu'on appelle le canal court, producteur, détaillant, consommateur. Pour prendre l'illustration des ventes directes du producteur au détaillant, les produits régionaux, les ventes directes aux détaillants réalisant un chiffre d'affaires suffisant. Nous avons ce qu'on appelle un canal long. Le produit quitte le producteur, passe par le grossiste, le détaillant ou le semi-grossiste pour venir au consommateur. Cette stratégie a comme avantage la notoriété du produit, d'accroître la notoriété du produit. On est plus connu si on est présent partout. Mais aussi, ça a comme avantage de faciliter la distribution, mais aussi de faciliter la mise à disposition du produit, surtout pour alimentaire ou bien de grande nécessité. Nous allons maintenant parler des stratégies de distribution. Nous allons parler de 3 stratégies. La stratégie de distribution intensive,
la stratégie de distribution exclusive et la stratégie de distribution sélective. Pour la stratégie de distribution intensive, notre produit est distribué dans un maximum de points de vente, comme les biens adaptés aux produits de grande consommation que j'ai cité tout à l'heure. L'avantage, c'est que ça permet de couvrir un large secteur géographique, puisqu'on est présent sur plusieurs points de vente, mais aussi ça permet de conquérir de fortes parts de marché, mais aussi de faire connaître, de faire grimper le CA, le chiffre d'affaires, facilement d'augmenter le chiffre d'affaires. Distribution sélective. Dans ce cas de figure, l'entreprise met en place des critères préétablis comme l'accueil, la notoriété de la structure, l'ancienneté de cette dernière, et à partir de ces critères, sélectionne certains points de vente en adéquation avec le positionnement de l'entreprise, en adéquation avec le produit distribué. Ça peut être des critères de taille, d'accueil, de compétences, de conseil, etc. Nous avons enfin ce qu'on appelle la stratégie de distribution exclusive. C'est une stratégie que je trouve très intéressante, très utilisée, surtout par les opérateurs de téléphonie mobile, surtout dans leur région, avec les boutiques régionales. Et elle consiste à choisir quelques distributeurs qui ont l'exclusivité géographique de la distribution. Donc c'est une entente entre le distributeur et l'entreprise. Le distributeur n'a pas le droit, par contre, de commercialiser des produits concurrents, mais aussi l'entreprise n'a pas le droit sur cette zone géographique couvrant cette zone de chalandise de donner son produit à d'autres entités. L'entité a l'exclusivité, j'y arrive enfin, de la distribution de ces produits. Monsieur Diaby qui me demande quels sont les facteurs clés. Les facteurs clés, je suis en train de les citer. Donc, il s'agit des leviers. J'ai parlé du produit, j'ai parlé du prix. J'ai fini de parler de la stratégie de distribution. Donc, l'élément essentiel, par contre, qu'il faut retenir ici, c'est qu'on attend de vous une cohérence de tous ces éléments. C'est pourquoi on l'appelle mix. Donc, l'élément clé, c'est que ça soit en adéquation avec les besoins de la clientèle, mais que ces éléments, le produit soit en adéquation avec le prix, que ces deux entités soient en adéquation avec la politique de distribution et enfin avec la politique de communication. Du moment où un cours a été récemment fait sur la communication, je vais l'effleurer et peut-être du moment où c'est un secteur c'est un élément assez large, sur une autre présentation, nous allons y revenir avec plus d'éclaircissement. Dernier levier, il s'agit du levier de promotion ou communication. Qu'est-ce que la communication? La communication est tout simplement l'ensemble des moyens dont dispose une entreprise pour faire passer un message cohérent à l'ensemble de ses publics cibles, que ce soit le public interne comme externe. Parmi ces moyens, dans ma présentation, je vous parlerai des communications médias comme des communications hors médias. Pour la communication média, il s'agit tout simplement de la communication publicitaire que nous pouvons illustrer par le cinéma, la presse, l'affichage, la radio et la télévision. Donc il s'agit pour une entreprise de communiquer, de faire passer un message par ces grands médias de masse. Et c'est ce qu'on appelle la communication publicitaire. Pour la communication hors médias, il s'agit cette fois-ci de communiquer en passant par des outils hors médias.
La promotion des ventes. Qu'est-ce que la promotion des ventes? Il s'agit ici de donner un avantage sur une période bien déterminée afin de susciter le besoin d'achat des consommateurs. Cet avantage peut être une journée, cet avantage peut être la vente avec prime. On donne un produit au consommateur, ou bien on donne une prime recette ou une prime différée. Ça peut être des jeux et concours. Nous pouvons avoir une paire store, un gagnant par magasin. Nous pouvons avoir la loterie. Nous pouvons avoir les concours. Ça peut être la réduction des prix. On réduit les périodes bien déterminées. Ça peut être une remise, des rabais, des ristournes, etc. On peut parler des relations publiques. Là, l'entreprise essaie de faire du corporate advertising, de la communication institutionnelle, de montrer une meilleure image, véhiculer une meilleure image sur son public cible. Via des journées portes ouvertes, via des foires, via des salons, via des conférences de presse, via des communiqués de presse. Ça peut être un marketing direct. Là, l'entreprise n'utilise pas forcément d'interférence et sa clientèle finale. Le phoning, le public postage, le mailing, le public postage groupé. Donc pour le public postage, on envoie des lettres groupées. Ça peut être un public postage aveugle. On envoie des lettres groupées à tous les clients. Ça peut être des publics postages. Maintenant, l'inconvénient de ce type d'action, c'est qu'on a un faible taux quand même de retour. L'avantage, c'est que si on le compare un peu avec la communication média, ça a un coût moindre. Et ça peut peut-être faciliter aussi la fidélisation de la clientèle. Aujourd'hui, des outils plus modernes, des outils qui se basent sur le digital sont utilisés régulièrement pour faire du marketing direct, du moment où ça nous permet un peu de communiquer avec la clientèle, mais aussi de pouvoir les fidéliser. On peut aussi parler toujours sur la communication hors médias. Publiques, on en a parlé. On a parlé des relations publiques. On a parlé du sponsoring. Mécénat. Quelle est la différence entre le sponsoring et le mécénat? C'est que c'est deux actions où l'entreprise fait un don, soit en nature. Sponsoring, l'entreprise le promoteur, soit de lutte ou bien d'une autre activité sportive ou bien d'ordre ou d'une autre nature, a l'obligation de montrer l'image de l'entreprise. Maintenant, pour le mécénat, il y a de montrer l'image. Donc, il s'agit d'une action purement humanitaire, purement sociale, mise en place par l'entreprise. Donc voici les actions de communication hors médias. On a parlé de marketing direct, on a parlé de sponsoring, on a parlé de mécénat, on a parlé de relations publiques. C'était tout pour la présentation d'aujourd'hui. Le marketing mix reste un élément assez large qui demande plusieurs présentations. J'ai eu à résumer au maximum cette présentation pour ne pas trop durer dans l'antenne. D'autres intervenants voudraient donner eux aussi leur contribution. On a parlé du mix des 4 P s'il s'agit d'un bien. On pouvait parler du mix d'un service. On pouvait parler du plan s'il s'agit d'un service, d'un plan d'action. Là, on parlera de quoi? On parlera d'un processus de servitude
ça veut dire de production du service ou bien de mise à disposition du service. On ne parlera plus dans ce cas de 4P, mais de 7P, produit, prix, place, physical evidence, process et personnel. Nous aurons peut-être la possibilité d'y revenir dans d'autres présentations. Ça a été un réel plaisir. Je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je remercie M. Laïbamba Seck toujours de nous donner cette opportunité de pouvoir nous exprimer via cette plateforme. Mon numéro de téléphone, toujours je le mets dans les commentaires. Monsieur Ibrahima Gueye. Mon numéro c'est le 77 309 01 94. Je viens encore de le noter. Je viens encore de le noter en commentaire. Ça a été un réel plaisir de vous suivre. Merci à vous tous pour vos participations et à la prochaine pour un autre thème portant sur le marketing.